The Global Blackout, la coupure électrique mondiale, vidéo numéro 5, le jour 3, un autre déplacement en ville. Auteur Amar Belmostefawi, artiste illustratrice Karen Gallego. Vous trouverez nos coordonnées dans la description. Le jour 3, un autre déplacement en ville. Le lendemain, comme convenu, j'ai visité plusieurs magasins afin de trouver les fameuses croquettes pour chats. Il faut admettre que beaucoup ont eu la même idée que moi, soit pour alimenter leur animal domestique, soit pour se nourrir eux-mêmes, qui sait. Au bout de la troisième grande surface, j'ai trouvé ce que je cherchais. Avant d'entrer et de sortir de chacun de ces magasins, j'ai éprouvé la même peur. Je craignais de rencontrer des personnes mal intentionnées à l'intérieur. Le pire scénario, ne plus voir mon vélo ou être attendu par un ou plusieurs agresseurs en sortant d'un commerce. Heureusement, il ne s'est rien passé de tel. Par contre, j'étais sensible au moindre bruit, prêt à prendre la fuite à la moindre présence suspecte. J'ai été témoin de la même scène dans chaque magasin. De la marchandise à même le sol, des caddies renversés, des étals vidés. Une tornade était passée dans chaque rayon. Dans le deuxième magasin, j'ai entendu des bruits. Je n'ai pas traîné. Par contre, dans le troisième établissement, j'ai trouvé du savon sorti de son emballage et de l'alimentation pour chat. J'ai chargé mon sac au plus vite et j'ai décampé le cœur battant la chamade. J'ai rapidement quitté les lieux après avoir détaché mon vélo. Je suis retourné chez moi en fin de matinée. J'allais avoir mon après-midi pour me reposer et me mémoriser la route à parcourir en vélo le 4e jour après ce retour à l'âge de pierre. J'avais toujours pour espoir que tout reviendrait à la normale avant notre départ. J'ai un peu lu avant de m'endormir. Mon rêve fut un mélange de mes 3 derniers jours. Je me suis réveillé transpirant. Une bonne douche froide suivie d'un verre de lait m'ont remis d'aplomb. Ce silence dans mon petit logement était pesant. Je me suis dit que je devais m'habituer à ce calme et en profiter pour méditer sur les jours à venir qui risquaient d'être de plus en plus mouvementés. Je suis sorti regarder le coucher de ce soleil estival. Puis, je me suis rendu chez ma voisine. Cette dernière n'a pas été très rassurée d'ouvrir la porte. Avant d'actionner le verrou, elle a précautionneusement demandé qui était devant le seuil. Je lui ai dit mon prénom, mais je crois que c'est l'intonation de ma voix qui lui a fait mettre un coup de clé. Elle ne connaissait pas mon prénom. Je ne lui avais pas communiqué et il n'apparaissait même pas sur ma boîte à lettres. Le fait de me voir porter un sac de nourriture pour son chat a rendu ravie ma voisine. Elle m'a proposé d'entrer et sans surprise, j'ai trouvé un appartement propre et bien rangé. Je n'ai pas vu son chat. Peut-être que son félin ne voyait pas l'intérêt de venir remercier celui qui lui permettrait de vivre quelques semaines de plus. Combien de fois j'ai entendu mon grand-père nous répéter de ne rien attendre des autres, qu'il fallait faire les choses sans avoir à attendre le moindre retour. Je crois que c'est valable pour les humains, mais aussi pour les animaux. J'ai eu le droit à un verre d'eau et aux inquiétudes de ma voisine par rapport à sa famille et à son chat qu'elle allait laisser quelque temps aux mains de mon voisin. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne s'inquiétait pas pour son propre sort et des risques encourus en se déplaçant à vélo jusqu'à son lieu de travail. Cela devait être lié à son métier. Une infirmière devait plus s'inquiéter pour les malades ou pour les gens dans le besoin plus que pour elle. Cela faisait un bout de temps que mon chemin n'avait pas croisé celui d'une femme ayant cet instinct protecteur pour les personnes dans le mal-être. Ces derniers temps, j'avais plus tendance à croiser des individus axés sur leur bien-être, tant matériel que financier. Je n'ai donc pas abordé les problèmes que nous pouvions rencontrer sur la route. Mon grand-père nous disait également de ne jamais paniquer ou de perdre espoir face à une situation difficile, et surtout en présence d'autres personnes, car la peur n'évite pas le danger, et que les émotions négatives se transmettent aussi facilement qu'une traînée de poudre en feu. Chose plus facile à dire qu'à faire pour des générations comme la nôtre, bourrées de sucre et de sel. Nous n'avons jamais connu de guerre et le manque de nourriture, jusqu'à ce blackout. Mon papy avait connu la Seconde Guerre mondiale. Ce n'était pas sa guerre, mais beaucoup d'Africains
dont ceux du Nord avaient été utilisés pour intervenir au front au nom du pays partisan de la guerre. Rares sont ceux qui sont passés entre les balles. Tous ces sacrifices pour pas grand-chose, quand on voit ce que sont devenus par exemple les Ardennes ou des villes perdues dans la Meuse. À son retour du champ de bataille, mon grand-papa n'a trouvé que du rejet et de la haine de la part des personnes qui l'ont côtoyé après la guerre. Son seul souhait n'a pas été d'avoir du ressentiment, mais de se tuer au travail pour répondre aux besoins alimentaires de sa famille. Encore un autre combat. Son autre objectif, transmettre à mes parents et à nous, ses petits-enfants, la valeur de la vie à travers son comportement probe. Il ne cessait de nous répéter que la richesse est intérieure et que nous n'emporterons rien avec nous. Il devait donc être très riche intérieurement pour supporter son environnement. Après quelques échanges avec ma voisine, nous avons convenu de partir au lever du jour. Je lui ai proposé de ne transporter que le strict minimum pour que ce déplacement ne devienne pas un cauchemar sur la route. Un sac à dos lui suffirait. Ma décision de quitter mon logement pour la campagne. Très rapidement, j'ai donc enfin pris la bonne décision de quitter mon logement. Il m'a fallu attendre 4 longs jours, incluant le jour 0, avant de me décider à plier bagages. Je fais partie de ces consommateurs qui se rendent plusieurs fois dans la semaine dans les grandes surfaces pour faire mes courses. Donc, autant dire que je ne possédais pas plus de 5 jours de denrées alimentaires dans mes placards. J'ai décidé de me rendre chez ma mère qui habite à la campagne, en retrait et en hauteur. Elle jardine et utilise des récupérateurs d'eau de pluie pour arroser son jardin. C'est ce que l'on appelle des citernes à eau. Je ne connais pas la quantité que pouvaient contenir ces cuves. Je pense que chacune faisait au moins 800 litres. C'est une installation basique et très simple, mais qui permet de récupérer une grande quantité d'eau de pluie grâce aux gouttières. La condition est d'avoir des gouttières bien dégagées de toute feuille ou caillou. L'autre condition est de résider dans une région propice à la pluie. Elle possède également un système de chauffage au granulé et au bois. Même si nous étions en période estivale, je savais que cela serait un avantage en période hivernale, sachant que ma mère habite à proximité d'une forêt. Récemment, ma mère avait décidé d'acheter des poules pondeuses. Étant une famille de sportifs, ma mère a été notre fournisseur d'œufs frais quand nous passions lui rendre visite. Nous n'avons pas de verger, mais ayant fait de nombreuses promenades en forêt, nous savions reconnaître quelques arbres contenant des noisettes, des noix, des cerises, des groseilles et des pommes. Par contre, aucun de nous n'est chasseur et encore moins pêcheur. Il y a des biches qui se promènent dans la forêt avoisinante, mais nous ne savons pas chasser et dépecer. Pourtant, quand nous étions plus jeunes, mon père avait tenté de nous montrer comment faire. Mais aucun de nous n'avait trouvé un intérêt à apprendre ce genre de choses. Cela fut plus une expérience traumatisante plutôt qu'un plaisir d'apprendre. J'ai largement préféré mon apprentissage à la conduite d'une voiture à l'âge de 14 ans sur un chemin, plutôt que de savoir comment retirer la peau d'un lapin qui vient d'être égorgé. L'inconvénient de l'habitation de ma maman est qu'elle est plutôt isolée des autres habitations et proche de la forêt. Personne ne peut vous secourir en cas d'attaque. L'avantage est qu'elle est en hauteur, fermée, clôturée, et que l'on voit tout arriver, ou presque. Cela est aussi un inconvénient. Une maison sécurisée attire les curieux, les voleurs et autres personnes dans le désespoir. De chez moi, pour me rendre dans cette maison, j'avais 165 km à parcourir à vélo. Étant donné que j'avais décidé de passer par la ville d'habitation de mes frères et une de mes cousines, mon chemin allait être plus long que prévu. Je pouvais facilement y ajouter 65 km. J'avais pour espoir que mes frères et que mes cousines feraient de même. J'espérais qu'ils auraient le même réflexe que moi, c'est-à-dire de ne pas tarder à se rendre chez ma mère. Comme la situation avait tendance à dégénérer, l'idéal était de se rendre le plus rapidement possible dans un endroit sécurisé. Mais avant, je devais être certain qu'ils étaient tous en sécurité. Il fallait profiter de ces mouvements de panique et de foule pour se déplacer. Les gens étaient trop préoccupés à récupérer de la nourriture ou des objets. Je possède donc 2 frères et une cousine dans la même ville. Ma cousine possède 2 filles. Mes 2 petites cousines ont 8 et 10 ans. Ils habitent tous à environ 125 km de l'habitation de ma mère. Ce qui aurait pu mettre 1 heure et 30 minutes en voiture, pouvait mettre 3 jours à pied. Le vélo me permettra donc de gagner du temps.
Je possède aussi une autre cousine et son époux à 20 km de la frontière avec un autre pays. Ma cousine étant enceinte, je ne sais pas s'ils prendront le risque de se rendre chez ma mère, d'autant plus que son mari sait tout faire de ses mains. Il a lui-même construit toute sa maison. Il est même titulaire d'une formation de boucher. C'est un homme qui possède une richesse que beaucoup n'ont pas. Il est proche de la nature et il comprend vite le fonctionnement technique des objets qui nous entourent. Il est curieux de nature et a tendance à tout démonter pour savoir comment les choses fonctionnent. Il est manuel. Étant donné que j'ai conservé ma chambre d'enfant chez ma mère et que je lui rends régulièrement visite, comme les autres membres de ma famille, nous avons tous un minimum de vêtements de rechange sur place. J'ai préparé mon sac à dos. Il se composait de 3 bouteilles. Je remplirai ma gourde au fur et à mesure qu'elle se videra. J'y ai joint 6 bouteilles de thon et un couteau multifonction comprenant une lame, une cuillère et une fourchette. J'ai pris tout le chocolat qu'il me restait. J'ai rempli un deuxième sac à dos que j'ai attaché devant moi avec une lanière. Ce sac contenait 3 paires de chaussettes, 3 boxers, 3 t-shirts en coton. Chaque vêtement porté sera placé dans un sac plastique prévu à cet effet. Dans ce sac se trouvait également le savon que j'avais récupéré dans un magasin, une brosse à dents et du dentifrice. J'ai placé dans la poche avant du sac 2 bougies et 2 briquets, le tout dans un sac plastique pour les protéger de l'humidité. J'y ai ajouté la paire de jumelles pour les garder à portée de main. Je n'ai rien embarqué de plus. Ce déplacement ne serait pas évident et nous n'étions pas à l'abri d'une crevaison ou d'une agression. Seul, j'aurais eu plus de facilité à me dérober en cas de menace. Accompagné de l'infirmière, je ne connaissais pas sa réaction face au danger. Est-ce qu'elle aurait ses forces décuplées ou est-ce qu'elle resterait bloquée, tétanisée face à une agression? C'est la fin de cette vidéo numéro 5. Et vous? Quelle stratégie auriez-vous adoptée? Seriez-vous resté en ville ou l'auriez-vous quitté pour rejoindre de la famille ou des amis à la campagne? La prochaine vidéo portera sur le jour 4, le départ de mon logement accompagné de l'infirmière. En attendant, je remercie tous les auditeurs pour l'écoute et le visionnage de cette vidéo. À bientôt.